Les 1001 nuits, traduit par Antoine Galland, nuit 187, 7e partie. Commandeur des croyants, reprit le grand vizir, si vous y entrez et que Cheikh Ibrahim vous reconnaisse, il en mourra de frayeur. C'est aussi ce qui me fait de la peine, repartit le calife, et je serais fâché d'être cause de sa mort après tant de temps qu'il me sert. Il me vient une pensée qui pourra me réussir. Demeure ici avec Mesrour et attendez dans la première allée que je revienne. Le voisinage du Tigre avait donné lieu au calife d'en détourner assez d'eau par-dessous une grande voûte bien terrassée pour former une belle pièce d'eau où ce qu'il y avait de plus beaux poissons dans le Tigre venait se retirer. Les pêcheurs le savaient bien et ils eussent fort souhaité d'avoir la liberté d'y pêcher. Mais le calife avait défendu expressément à Cheikh Ibrahim de souffrir qu'aucun en approchât. Cette même nuit, néanmoins, un pêcheur qui passait devant la porte du jardin depuis que le calife y était entré, et qui l'avait laissée ouverte comme il l'avait trouvée, avait profité de l'occasion et s'était coulé dans le jardin jusqu'à la pièce d'eau. Ce pêcheur avait jeté ses filets, et il était prêt de les tirer au moment que le calife, qui après négligence de Cheikh Ibrahim, s'était douté de ce qui était arrivé et voulait profiter de cette conjoncture pour son dessein, vint au même endroit. Nonobstant son déguisement, le pêcheur le reconnut et se jeta aussitôt à ses pieds en lui demandant pardon et en s'excusant sur sa pauvreté. « Relève-toi et ne crains rien, reprit le calife. Tire seulement tes filets, que je vois le poisson qu'il y aura. » Le pêcheur, rassuré, exécuta promptement ce que le calife souhaitait, et il amena 5 ou 6 beaux poissons, dont le calife choisit les 2 plus gros, qu'il fit attacher ensemble par la tête avec un brin d'arbrisseau. Il dit ensuite au pêcheur: « Donne-moi ton habit et prends le mien. » L'échange se fit en peu de moments, et dès que le calife fut habillé en pêcheur jusqu'à la chaussure et le turban. « Prends tes filets, dit-il au pêcheur, et va faire tes affaires. » Quand le pêcheur fut parti, fort content de sa bonne fortune, le calife prit les 2 poissons à la main et alla retrouver le grand vizir Giafar et Mesrour. Il s'arrêta devant le grand vizir, et le grand vizir ne le reconnut pas. « Que demandes-tu » lui dit-il. « Va, passe ton chemin. » Le calife se mit aussitôt à rire, et le grand vizir le reconnut. « Commandeur des croyants, s'écria-t-il, est-il possible que ce soit vous? Je ne vous reconnaissais pas, et je vous demande 1000 pardons de mon incivilité. Vous pouvez entrer présentement dans le salon sans craindre que Cheikh Ibrahim vous reconnaisse. »« Restez donc encore ici, lui dit-il et à Mesrour, pendant que je vais faire mon personnage. » Le calife monta au salon et frappa à la porte. Noureddin, qui l'entendit le premier, en avertit Cheikh Ibrahim, et Cheikh Ibrahim demanda qui c'était. Le calife ouvrit la porte, et en avançant seulement un pas dans le salon pour se faire voir. « Cheikh Ibrahim, répondit-il, je suis le pêcheur Kérim. Comme je me suis aperçu que vous régaliez de vos amis, et que j'ai pêché 2 beaux poissons dans le moment, je viens vous demander si vous n'en avez pas besoin. » Noureddin et la belle persienne furent ravis d'entendre parler de poissons. « Cheikh Ibrahim, dit aussitôt la belle persienne, je vous prie, faites-nous le plaisir de le faire entrer, que nous voyions son poisson. » Cheikh Ibrahim n'était plus en état de demander au prétendu pêcheur comment ni par où il était venu. Il songea seulement à plaire à la belle persienne. Il tourna donc la tête du côté de la porte avec bien de la peine, tant il avait bu, et dit en bégayant au calife qu'il prenait pour un pêcheur. « Approche, bon voleur de nuit, approche qu'on te voie. » Le calife s'avança, en contrefaisant parfaitement bien toutes les manières d'un pêcheur, et présenta les 2 poissons. « Voilà de fort beaux poissons, dit la belle persienne. J'en mangerais volontiers s'il était cuit et bien accommodé. »« Madame a raison, reprit Cheikh Ibrahim. Que veux-tu que nous fassions de ton poisson s'il n'est accommodé? Va, accommode-le toi-même et apporte-le-nous. Tu trouveras de tout dans ma cuisine. » Le calife revint trouver le grand vizir Giafar. « Giafar, lui dit-il, j'ai été fort bien reçu, mais il demande que le poisson soit accommodé. »« Je vais l'accommoder, reprit le grand vizir. Cela sera fait en un moment. » « J'ai si fort à cœur, repartit le calife, de venir à bout de mon dessein, que j'en prendrai bien la peine moi-même. Puisque je fais si bien le pêcheur, je puis bien faire le cuisinier. Je me suis mêlé de la cuisine dans ma jeunesse, et je ne m'en suis pas mal acquitté. » En disant ces paroles, il avait pris le chemin du logement de Cheikh Ibrahim, et le grand vizir et Mesrour le suivaient. Ils mirent la main à l'œuvre tous 3, et quoique la cuisine de Cheikh Ibrahim ne fût pas grande, comme néanmoins il n'y manquait rien des choses dont ils avaient besoin, ils eurent bientôt accommodé le plat de poisson.
Le calife le porta, et en le servant, il mit aussi un citron devant chacun, afin qu'ils s'en servissent s'ils le souhaitaient. Ils mangèrent d'un grand appétit, Noureddin et la belle persienne particulièrement, et le calife demeura devant eux. Quand ils eurent achevé, Noureddin regarda le calife. « Pêcheur, lui dit-il, on ne peut pas manger de meilleur poisson, et tu nous as fait le plus grand plaisir du monde. » Il mit la main dans son sein en même temps, et il en tira sa bourse, où il y avait 30 pièces d'or, le reste des 40 que Sangiar, huissier du palais du roi de Balsora, lui avait donné avant son départ. « Prends, lui dit-il, je t'en donnerais davantage si j'en avais. Je t'eusse mis à l'abri de la pauvreté si je t'eusse connu avant que j'eusse dépensé mon patrimoine. Ne laisse pas de le recevoir d'aussi bon cœur que si le présent était beaucoup plus considérable. » Le calife prit la bourse, et en remerciant Noureddin, comme il sentit que c'était de l'or qui était dedans, « Seigneur, lui dit-il, je ne puis assez vous remercier de votre libéralité. On est bien heureux d'avoir affaire à d'honnêtes gens comme vous. Mais avant de me retirer, j'ai une prière à vous faire, que je vous supplie de m'accorder. Voilà un luth qui me fait connaître que madame en sait jouer. Si vous pouviez obtenir d'elle qu'elle me fît la grâce d'en jouer une seule pièce, je m'en retournerais le plus content du monde. C'est un instrument que j'aime passionnément. » « Belle persienne, dit aussitôt Noureddin en s'adressant à elle, « je vous demande cette grâce, j'espère que vous ne me la refuserez pas. » Elle prit le luth, et après l'avoir accordé en peu de moments, elle joua et chanta un air qui enleva le calife. En achevant, elle continua de jouer sans chanter, et elle le fit avec tant de force et d'agrément qu'il fut ravi comme en extase. Quand la belle persienne eut cessé de jouer. « Ah !» s'écria le calife, « quelle voix, quelle main et quel jeu! A-t-on jamais mieux chanté, mieux joué du luth? Jamais on n'a rien vu ni entendu de pareil. » Noureddin, accoutumé de donner ce qui lui appartenait à tous ceux qui en faisaient les louanges. « Pêcheur, reprit-il, je vois bien que tu t'y connais. Puisqu'il te plaît si fort, c'est à toi, je t'en fais présent. » En même temps, il se leva, prit sa robe qu'il avait quittée, et il voulut partir et laisser le calife, qu'il ne connaissait que pour un pêcheur, en possession de la belle persienne. La belle persienne, extrêmement étonnée de la libéralité de Noureddin, le retint. « Seigneur, lui dit-elle en le regardant tendrement, où prétendez-vous donc aller? Remettez-vous à votre place, je vous en supplie, et écoutez ce que je vais jouer et chanter. » Il fit ce qu'elle souhaitait, et alors, en touchant le luth et en le regardant les larmes aux yeux, elle chanta des vers qu'elle fit sur le champ, et lui reprocha vivement le peu d'amour qu'il avait pour elle, puisqu'il l'abandonnait si facilement à Kérim et avec tant de dureté. Elle voulait dire sans s'expliquer davantage à un pêcheur tel que Kérim, qu'elle ne connaissait pas pour le calife non plus que lui. En achevant, elle posa le luth près d'elle et porta son mouchoir au visage pour cacher ses larmes, qu'elle ne pouvait retenir. Noureddin ne répondit pas un mot à ses reproches, et il marqua par son silence qu'il ne se repentait pas de la donation qu'il avait faite. Mais le calife, surpris de ce qu'il venait d'entendre, lui dit « Seigneur, à ce que je vois, cette dame si belle, si rare, si admirable, dont vous venez de me faire présent avec tant de générosité, est votre esclave et vous êtes son maître. » « Cela est vrai, Kérim, reprit Noureddin, et tu serais beaucoup plus étonné que tu ne le parais si je te racontais toutes les disgrâces qui me sont arrivées à son occasion. »« Et de grâce, Seigneur, repartit le calife en s'acquittant toujours fort bien du personnage de pêcheur, obligez-moi de me faire part de votre histoire. » Noureddin, qui venait de faire pour lui d'autres choses de plus grande conséquence, quoiqu'il ne le regardât que comme pêcheur, voulut bien avoir encore cette complaisance. Il lui raconta toute son histoire, à commencer par l'achat que le vizir son père avait fait de la belle persienne pour le roi de Balsora, et n'omit rien de ce qu'il avait fait et de tout ce qui lui était arrivé à Bagdad avec elle, et jusqu'au moment où il lui parlait. Quand Noureddin eut achevé. « Et présentement, où allez-vous » lui demanda le calife. « Où je vais » répondit-il. « Où Dieu me conduira. »« Si vous me croyez, reprit le calife, vous n'irez pas plus loin. Il faut au contraire que vous retourniez à Balsora. Je vais vous donner un mot de lettre que vous donnerez au roi de ma part. Vous verrez qu'il vous recevra fort bien dès qu'il l'aura lu et que personne ne vous dira mot. »« Kérim, repartit Noureddin, ce que tu me dis est bien singulier. Jamais on n'a dit qu'un pêcheur comme toi ait eu correspondance avec un roi. »« Cela ne doit pas vous étonner, répliqua le calife. Nous avons fait nos études ensemble sous les mêmes maîtres et nous avons toujours été les meilleurs amis du monde.
Il est vrai que la fortune ne nous a pas été également favorable. Elle l'a fait roi et moi pécheur. Mais cette inégalité n'a pas diminué notre amitié. Il a voulu me tirer hors de mon état avec tous les empressements imaginables. Je me suis contenté de la considération qu'il a de ne me rien refuser de tout ce que je lui demande pour le service de mes amis. Laissez-moi faire et vous en verrez le succès. Noureddin consentit à ce que le calife voulut, et comme il y avait dans le salon de tout ce qu'il fallait pour écrire, le calife écrivit cette lettre au roi de Balsora, au haut de laquelle, presque sur l'extrémité du papier, il ajouta cette formule en très petits caractères « Au nom de Dieu très miséricordieux », pour marque qu'il voulait être obéi absolument. Lettre du calife Haroun al-Rachid au roi de Balsora. Haroun al-Rachid, fils de Mahdi, envoie cette lettre à Mohamed Zinebi, son confin. Dès que Noureddin, fils du vizir Khacan, porteur de cette lettre, te l'aura rendue et que tu l'auras lue, à l'instant dépouille-toi du manteau royal, mets-le lui sur ses épaules et le fais asseoir à ta place et n'y manque pas. Adieu. Le calife plia et cacheta la lettre, et sans dire à Noureddin ce qu'elle contenait. « Tenez, lui dit-il, et allez vous embarquer incessamment sur un bâtiment qui va partir bientôt, comme il en part un chaque jour à la même heure. Vous dormirez quand vous serez embarqués. » Noureddin prit la lettre et partit avec le peu d'argent qu'il avait sur lui, quand l'huissier Sangiar lui avait donné sa bourse, et la belle persienne, inconsolable de son départ, se tira à part sur le sofa et fondit en pleurs. À peine Noureddin était sorti du salon que Cheikh Ibrahim, qui avait gardé le silence pendant tout ce qui venait de se passer, regarda le calife qu'il prenait toujours pour le pêcheur Kérim. « Écoute, Kérim, lui dit-il, tu nous es venu apporter ici de poissons, qui valent bien 20 pièces de monnaie de cuivre au plus, et pour cela on t'a donné une bourse et une esclave. Penses-tu que tout cela sera pour toi ? Je te déclare que je veux avoir l'esclave par moitié. Pour ce qui est de la bourse, montre-moi ce qu'il y a dedans. Si c'est de l'argent, tu en prendras une pièce pour toi. Et si c'est de l'or, je te prendrai tout et je te donnerai quelques pièces de cuivre qui me restent dans ma bourse. » Pour bien entendre ce qui va suivre, dit ici Scheherazade en s'interrompant, il est à remarquer qu'avant de porter au salon le plat de poisson accommodé, le calife avait chargé le grand vizir Giafar d'aller en diligence jusqu'au palais pour lui amener 4 valets de chambre avec un habit et de venir attendre de l'autre côté du pavillon jusqu'à ce qu'il frappât des mains par une des fenêtres. Le grand vizir s'était acquitté de cet ordre et lui et Mesrour, avec les 4 valets de chambre, attendaient au lieu marqué qu'il donna le signal. « Je reviens à mon discours », ajouta la sultane. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.